Aujourd'hui, nous allons voir Cécile Desaunay, qui travaille à la revue Futurible, une revue qui réalise de la prospective économique et business. Ça devrait être intéressant. Cécile, bonjour. Bonjour. On est aujourd'hui chez Futurible. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous donner votre parcours ici ? Alors moi, ça fait maintenant plus de 8 ans que je suis à Futurible. Donc Futurible, c'est un centre indépendant de réflexion prospective, donc un think tank, qui a été créé il y a maintenant près de 60 ans par Bertrand Jouvenel, qui était un des penseurs de l'écologie politique en France, et qui voulait amener les politiques à mieux prendre en compte le long terme en fait dans leurs décisions, donc amener la prospective un peu en politique. Donc à l'origine, il avait créé juste un petit think tank qui depuis a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a différentes activités. On a une revue qui s'appelle la revue Futurible, qui est une revue de culture générale. On a un dispositif de veille mutualisé, donc qui permet aux entreprises, aux collectivités, aux ministères de se tenir informés des évolutions de notre monde, donc des tendances émergentes, des tendances lourdes, et donc de comprendre un peu mieux comment ça peut avoir des impacts sur leurs activités. On fait aussi du conseil, donc de l'accompagnement de démarches de prospective pour là aussi des entreprises, des ministères, des collectivités, des instituts publics. Et on mène des études sur des sujets différents. Par exemple, j'ai copiloté cette année une grosse étude sur la consommation et la production à l'ère de la transition écologique, dont l'objectif était de comprendre comment des modes de consommation et de production qui sont aujourd'hui émergents pourraient demain nous permettre de moins consommer de ressources, donc d'être plus en phase avec la transition écologique. Et dans la foulée, je continue à beaucoup m'intéresser aux évolutions des modes de consommation. Et notamment, j'anime un dispositif de veille sur ces questions. Pour avoir une définition plus précise, la prospective, c'est quoi ? Alors c'est une bonne question. Et selon la personne à qui vous allez la poser, vous n'aurez pas la même réponse. À Futurible, ce qu'on dit, c'est que la prospective, c'est plus une approche, une manière de voir les choses, de comprendre les choses. Donc l'idée, c'est de dire que le futur n'est pas construit, il n'est pas déjà déterminé, et au contraire, donc on ne peut pas le prédire, mais on peut le construire, nous, et agir en tant qu'acteur. On a tous un rôle à jouer pour aller vers le futur. Et aussi que pour comprendre comment les choses bougent, c'est important de prendre en compte l'ensemble de l'écosystème, enfin l'ensemble des éléments qu'on connaît, et pas uniquement de regarder les choses qu'on connaît déjà très bien ou qui nous concernent le plus directement, mais de comprendre un peu les interactions entre les différents éléments qui nous intéressent. Voilà. Ça permet de distinguer ce qu'on maîtrise et ce qu'on ne maîtrise pas. C'est ça, exactement. L'idée, c'est que si on est une entreprise, il y a des choses sur lesquelles on a vraiment la main. Ça va être nos activités, notre personnel, nos produits. Et à l'inverse, des choses sur lesquelles on a un peu moins la main. Donc ça va être nos clients. Bon, on leur dit si on fait de la pub ou si on fait de la com, on peut éventuellement les toucher un petit peu, mais ça restera des personnes indépendantes qui font ce qu'elles veulent. Des choses sur lesquelles on a encore moins la main, la concurrence, la législation, le réchauffement climatique, l'évolution démographique, mais qu'il est important de garder en tête, de comprendre pour justement pouvoir s'y préparer et s'y adapter. Si on va sur le domaine des attitudes consommateurs, qu'est-ce que vous avez observé comme évolution ces dernières années sur les usages qui ont évolué avec le web, que ce soit la connexion entre les gens ou que ce soit l'utilisation multi-écran? Alors, en ce qui concerne les usages, ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans l'ère maintenant ce qu'on a appelé longtemps le web 2.0, ou en tout cas voilà, de l'ère où tout le monde a accès aux technologies, et on n'est plus dans un usage descendant des technologies, mais dans un usage horizontal où on communique entre nous, et les technologies ont donné un nouveau pouvoir aux utilisateurs et aux consommateurs, avec un brouillage aussi des frontières entre le consommateur, le salarié, le citoyen, voilà, on est tout ça à la fois. Et c'est vrai que grâce aux technologies, on peut échanger des informations entre nous sur les produits, sur ce qu'on consomme, sur ce qu'on veut acheter. On peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut échanger des produits entre nous, on peut devenir nous-mêmes producteurs, on fabrique, des sacs à main, on peut fabriquer ce qu'on veut et les vendre. Donc voilà, on a vraiment un brouillage des rôles qui est assez intéressant et qui a été accéléré complètement par les technologies et qui se traduit par une montée en puissance du consommateur qui veut plus juste être passif et être au bout de la chaîne en fait des entreprises où on dit juste je vais au magasin et puis j'achète mon produit.
Non, c'est plus du tout ça. C'est je veux comprendre comment sont faits les produits, d'où ils viennent, si possible participer à la fabrication. Quand je l'achète, je veux pouvoir avoir le choix, pouvoir comparer les prix, comparer les produits, vraiment décider en connaissance de cause. Une fois que je l'ai acheté, je ne m'interdis pas d'aller mettre des informations sur ce produit, dire si je suis content ou je suis pas content, le recommander ou pas. Donc c'est un vrai changement de fonctionnement pour les consommateurs et forcément pour les entreprises, y compris parce que des consommateurs peuvent maintenant influer sur la réputation d'une entreprise en disant attention, ceux-là, faut pas y aller. Donc là, ça change complètement la donne. Comment est-ce qu'une entreprise peut se préparer à ça? Alors, il y a évidemment beaucoup d'entreprises qui ont déjà démarré. Pour celles qui sont en retrait, parce qu'elles ont préféré prendre peut-être plus de temps pour agir, il y a peut-être un marché qui nécessite plus de prudence. Mais les conseils pour ceux qui doivent maintenant franchir le pas, ce serait quoi? Ce qui est sûr, c'est que la première étape, c'est déjà d'avoir conscience de ce changement-là, de l'accepter, de se dire en tout cas, voilà, c'est là. On peut continuer à le refuser tant qu'on veut, mais bon, les choses vont bouger, qu'on soit là ou pas. Donc autant que ça bouge avec nous, et autant que nous, on soit pas dans la réactivité, mais dans la proactivité. Donc qu'une fois qu'on a compris ça, qu'on se positionne pour anticiper un peu aussi ces évolutions-là, et puis vraiment être pionnier en fait, et pas rester juste à la traîne du changement. Donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Ça dépend vraiment du secteur dans lequel on est. Il y a certains secteurs qui ont été déjà pionniers, comme le commerce, le tourisme, la banque, et qui ont compris justement qu'il fallait mieux intégrer les consommateurs, les usagers dans les processus. Donc ça va être par exemple au niveau de la conception, inviter les consommateurs à participer, à imaginer les produits avec eux. Donc c'est plus seulement dans des petites cellules cloisonnées où on a un panel de consommateurs, mais c'est de manière beaucoup plus ouverte, en utilisant les réseaux sociaux, en utilisant des plateformes dédiées. Par exemple, Auchan propose un site internet sur lequel les consommateurs peuvent lancer des idées de produits qu'ils aimeraient développer. Et donc régulièrement, il y a des votes qui sont organisés, et puis les produits qui sont considérés comme les plus intéressants sont financés et vendus ensuite dans les commerces Auchan. Donc typiquement, il y a un effet forcément de communication, mais typiquement c'est une action qui je trouve va dans le bon sens, qui dit bah oui, on vous prend en compte et on comprend que vous avez envie d'être associé à ça. Et ça peut être ensuite une fois qu'on comprend comment, on se rend compte que les consommateurs échangent beaucoup sur les produits, les prendre en compte ces avis-là, y compris s'ils sont négatifs, et prendre en compte les critiques pour s'améliorer et pas se contenter d'essayer d'effacer à tout prix ces critiques-là, parce qu'elles sont là de toute façon, donc c'est qu'il y a un problème derrière. Et utiliser ça en fait, utiliser aussi tous ces messages qui sortent pour se remettre en question et comprendre qu'il y a peut-être, on a peut-être des efforts à faire et des changements à apporter. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités derrière et que c'est intéressant d'aller voir aussi ce qui se passe à l'étranger, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis ou dans d'autres pays où les choses peuvent bouger un petit peu plus vite parce qu'on a bien compris que voilà, il faut y aller en fait, il faut changer. L'exemple que je me suis donné en termes de définition par rapport à social media et Web 2.0, c'est le Web 2.0, c'est la mise en place des outils qui permettent d'être en partage et en connexion, alors que les réseaux sociaux, c'est l'action. Oui. C'est le moment où les internautes se sont saisis de l'outil, de la technologie existante, et ont commencé à avoir une relation sociale. Voilà, c'est la distinction que je peux faire entre Web 2.0 et réseau social. Ouais, c'est intéressant, même si on voit que du coup les deux sont complètement complémentaires et maintenant... Normalement, c'est un seul bloc. Mais si à un moment il faut donner une définition entre les deux, s'il faut les distinguer, dire pourquoi est-ce qu'à un moment on a dit ça et pourquoi après on Oui, historiquement on est parti des infrastructures et du potentiel techno, de l'outil, et puis on a basculé vers les pratiques en fait. Et c'est le social media où les internautes sont saisis de l'outil. Exactement, ouais. Et là où ça a poussé très dur d'ailleurs, c'est pendant la crise, les gens ont commencé à être dans une notion de partage du bon plan. C'est clair. La crise a été un vrai accélérateur de certaines pratiques donc dites collaboratives. Ce qui est intéressant, là, il y a plein de choses à dire, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est de dire que c'est des pratiques qui sont pas du tout nouvelles. Je veux dire, acheter des choses d'occasion, ça existe dans les vides-greniers depuis super longtemps. Le troc, le don, c'est quand même la forme la plus ancienne d'échange et de partage. Les circuits courts, c'est pareil, quand on achète, on va acheter des carottes au fermier du coin, c'est pareil, historiquement c'était la norme. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, les technologies ont rendu ces pratiques-là beaucoup plus faciles,
beaucoup plus accessibles, et elles ont démultiplié aussi les possibilités de rencontres entre les consommateurs, avec des producteurs, et on a eu un espèce de foisonnement de services et d'offres qui ont fonctionné parce qu'effectivement est arrivée la crise qui donc a contraint un peu plus les budgets, et qui a fait qu'en tout cas on voulait faire plus attention. Et qu'on s'est posé pas mal de questions sur est-ce que j'ai besoin d'acheter un truc neuf tous les 6 mois, est-ce que je peux pas en fait l'acheter d'occasion, est-ce que si je le revends finalement c'est pas plus mal. Donc ça traduit à la fois une évolution de notre rapport au bien, peut-être un peu désacralisé, c'est que oui finalement si c'est pas neuf c'est pas grave, et puis on a envie d'aller voir les autres et puis d'échanger, et puis un rapport beaucoup plus humain aussi à la consommation. Beaucoup moins froid, beaucoup moins anonyme que quand on va au supermarché, qu'on achète son truc et qu'on rentre à la maison. Donc ce besoin de contact, un peu de retrouver du lien. Et en même temps, il faut quand même être réaliste. Si on fait ça, c'est avant tout pour des questions monétaires. Parce que, bah oui, quand on passe souvent par ces pratiques collaboratives, c'est parce que ça coûte moins cher, parce que ça permet de faire des économies, ou à l'inverse, de gagner un petit peu d'argent pour dépenser ailleurs. Donc voilà, c'est des motivations. Et si ça fonctionne, voilà. On continue. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon, aujourd'hui c'est comme ça, mais progressivement ça peut bouger. Enfin, les lignes peuvent vraiment bouger. Et puis si demain on est dans cette société un peu collaborative que certains prônent, ça change vraiment la donne. Enfin, les entreprises, comment elles se positionnent par rapport à ça. On a des consommateurs qui maintenant demandent des produits qui durent plus longtemps pour pouvoir les revendre, pour pouvoir les réparer. C'est pas du tout la règle aujourd'hui. Alors là-dessus, comment ça se passe? Parce que là, pour l'instant, on est dans un modèle un peu linéaire où les entreprises, elles comptent le nombre de voitures qu'elles vendent chaque année, voitures neuves. Comment ça se passe demain si ce qui compte, c'est plus ça, mais c'est parce que les consommateurs vont garder leurs biens plus longtemps, les réparer, les revendre, etc. Comment ça se passe? Comment on change le modèle? Ça veut dire que ce qui peut être intéressant, c'est de s'investir tout au long du cycle de vie. Donc plus uniquement vendre des biens neufs, mais se dire, bon, après, une fois que je l'ai vendu ou que je le mets en location, qu'est-ce que je fais? Je peux vendre des pièces détachées, je peux vendre du service après-vente sur Internet, où je vous explique justement des petits tutoriels, comment réparer les objets. Je peux proposer des services de rachat des objets d'occasion et de revente. Donc voilà, on démultiplie aussi les possibilités, et le numérique là-dedans, forcément, ça a un rôle crucial à jouer. Mais je pense qu'il y a des vrais univers qui s'ouvrent en fait, et que c'est des vraies opportunités, dans le sens où on voit bien qu'on est sur des marchés qui sont complètement saturés, qu'on ne pourra pas continuer à vendre indéfiniment des voitures neuves, justement pour donner cet exemple-là, parce que les ménages sont déjà équipés, qui n'ont pas envie de changer de voiture tous les 6 mois. Il y a des contre-exemples, ça peut être les téléphones portables, mais globalement on est sur des marchés quand même assez saturés. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on imagine des nouveaux modèles qui prennent en compte à la fois les contraintes économiques et puis ces nouvelles envies des consommateurs pour leur proposer des nouvelles expériences un peu. Ça peut être aussi aller vers des biens plus personnalisés, où par exemple votre voiture justement, vous allez sur le site internet puis vous choisissez la couleur du rétroviseur, du toit, etc. C'est ce que propose Citroën. Vous pouvez faire votre sac à main personnalisé, c'est ce que propose Longchamp. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à imaginer qui vont dans le bon sens, parce que encore une fois c'est des sources de nouveaux revenus, de nouveaux marchés pour les entreprises, et puis ça va dans le sens de ce que veulent les consommateurs. Et pour ça, oui, on a besoin d'accepter ces nouvelles attentes, et besoin de passer par les technologies. Enfin, bien sûr, ça se fera pas en direct du consommateur au producteur. Donc il y a plein de choses, je pense, à imaginer. Et ce qui est fascinant dans cette réflexion, c'est de se dire qu'on peut demain penser un cycle de vie produit, non plus pour un seul acheteur, l'acheteur de départ, mais sur combien d'acheteurs est-ce qu'il va... C'est ça. Et donc là, il nous faut des biens, forcément, qui durent plus longtemps, qui sont plus réparables. Donc ils sont peut-être plus chers à l'achat, mais ça vaut le coup, parce qu'on sait que derrière, on va pouvoir le rentabiliser, on peut le mettre en location, on peut le partager, on peut le revendre. Et penser pour être revendu. C'est ça. Et puis ça veut dire que quand on rachète un bien d'occasion, on peut se dire, finalement, moi je le personnalise, donc je change des petites pièces. Et puis il y a un concept qui n'a pas encore été commercialisé, mais qui est super intéressant, c'est le Phone Blocks. Donc c'est un téléphone portable qui est constitué uniquement de petits blocs qui peuvent être changés. Donc ça veut dire que on peut le changer nous, parce qu'on en a marre, on veut une batterie plus performante, on veut un appareil photo plus performant, mais on peut aussi le revendre. Et à ce moment-là, on change tout en fait. On se dit moi j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ça. Donc on repense complètement la conception des biens, mais ça peut être intéressant aussi parce que ça veut dire que on peut avoir besoin de moins de ressources au moment où on conçoit le bien, mais qu'on vend plus de pièces détachées, interchangeables, etc. On crée des nouveaux marchés, donc je pense. Et puis en termes de service, si on crée des produits qui sont pensés pour être revendus,
il y a toute une batterie de services C'est ça. à côté qui peuvent être créés parce qu'on va accompagner le client initial, numéro 2 ou numéro 3, dans son process de vente. Exactement, ça veut dire on garde le lien avec le consommateur plus longtemps, avec nos clients, et qu'on leur propose des choses, voilà, on est vraiment en contact avec lui, on comprend mieux ce qu'il veut, et puis ça permet d'avoir des relations quand même plus personnalisées et plus adaptées aux besoins réels, donc ça c'est hyper intéressant. À vous écouter depuis le début, on a finalement 2 leviers qui font bouger les lignes chez les clients. Ça va être la relation au prix, parce que par définition, un budget n'est pas extensible et il faut en faire le plus possible avec. Mais c'est pareil pour les entreprises. Et puis il y a toute la dimension affective. C'est ça. Quand vous parlez d'Auchan, qui va lancer des produits sur l'initiative de clients, ce client, le jour où il achète ce produit, il a une relation affective avec. Qui est colossale. C'est clair. Après, je suis dans l'ultra-personnalisation. J'ai échangé avec tout le monde, j'ai partagé, je sais que telle marque fait telle chose, que c'est bien, il y a plus d'avis. Donc les avis font que j'ai envie de le tester, ça me donne confiance. La réputation est une monnaie. C'est ça. Et du coup, je veux ce produit, mais je veux qu'il soit vraiment à moi, le mien, personnalisé. Et si on retire encore un cran plus loin, ce produit, il va être personnalisé pour moi, mais dans son premier cycle de vie. Le jour où je voudrais le revendre, parce qu'il a été pensé pour, c'est ça. Il faudra pouvoir à nouveau modifier son identité. Exactement. Et c'est clair que quand on a un bien, un produit, que ce soit un sac à main, une tasse ou un téléphone portable, soit on a contribué à sa conception, soit on l'a personnalisé au moment de l'acheter en disant je veux la photo de mon chien dessus ou je sais pas quoi, ça veut dire que on va y être beaucoup plus attaché, donc on va avoir envie de le garder plus longtemps. Et puis on aura un rapport à la marque qui va être différent. Enfin, notre marque, voilà, on va se dire ok, cette marque elle me comprend, elle est avec moi et j'y suis attachée. Mais effectivement, il ne faut pas que ça empêche une deuxième ou une troisième vie de l'objet derrière. Du coup, c'est fascinant parce que ça veut dire qu'on a d'un côté des internautes qui, grâce aux réseaux sociaux, se sont énormément fédérés autour d'une marque parce qu'elle représentait des valeurs dans lesquelles on se reconnaissait. On a toujours cet exemple de la page, de la fanpage de Facebook pour Louis Vuitton qui a généré pour mémoire plus d'1 million de fans en l'espace de 2 ou 3 semaines, je crois. Il y a Nutella aussi qui est pas mal dans ce domaine-là. Voilà, il y a un rapport affectif qui est extrêmement fort. Mais on doit se reconnaître dans une marque et la marque, grâce aux réseaux sociaux, peut afficher beaucoup plus d'épaisseur sur ses valeurs. Mais dans l'autre sens, maintenant, ce sont les marques qui doivent à la fois conserver leur identité, leur ADN dans le produit, mais permettre à ce produit d'être ultra personnalisé, puisque avant, on est sur un virage en fait. Avant, moi en tant que client, je veux adhérer aux valeurs de cette marque. C'est ça. Demain, je veux toujours adhérer aux valeurs de cette marque, mais il faut que cette marque ait fait l'effort de me permettre de la porter ou de l'utiliser de façon personnalisée à moi. C'est encore un nouveau virage. Ouais. Et c'est vrai que c'est un vrai dilemme pour les marques, c'est jusqu'où je vais dans la personnalisation du produit sans aller trop loin pour garder quand même mon identité. Alors, ouais, c'est ça. Il y a des marques qui le font à minima, justement, pour prendre l'exemple de Nutella, qui a proposé de mettre son nom sur le pot de Nutella, ou Coca-Cola qui fait ça avec les prénoms. Donc là, ça va, on prend pas trop de risques. À la fois, on va dans le bon sens parce que le client est content d'avoir son nom sur le produit. En même temps, ça change pas le produit en lui-même. Sur d'autres exemples, c'est vrai que ça peut aller très loin. Donc on a donné l'exemple de Longchamp, il y a Nike qui propose depuis longtemps de personnaliser les chaussures, voilà, c'est ça. Donc on a beaucoup d'exemples et effectivement c'est jusqu'où on va, sachant que l'étape suivante c'est l'impression 3D. Donc on en parle beaucoup, pour l'instant c'est pas encore complètement développé, mais c'est l'idée qu'avec une imprimante 3D on est capable de construire un objet vraiment totalement personnalisé. En fonction de ce qu'on veut, on est capable de modifier complètement le plan, enfin la maquette du produit, y compris en reproduisant un produit qui existe déjà. Donc là, la marque, elle n'a plus vraiment de moyens d'intervenir, donc c'est comment on se positionne par rapport à ça pour dire attendez, attention, notre identité, elle est aussi liée au fait que c'est nous qui conservons quand même un peu la maîtrise du produit. Donc c'est vrai qu'on a un vrai retournement en fait du consommateur qui devient complètement maître du produit et qui en veut toujours plus. Quitte à ce que ça devienne un peu incohérent en fait. Et en plus on imagine qu'il sera extrêmement facile de pouvoir télécharger en ligne les plans pour pouvoir produire n'importe quel objet avec son imprimante 3D. Ce qui veut dire que la marque doit innover sur la valeur ajoutée qu'elle peut apporter à un produit
qu'un internaute pour imprimer chez lui. Enfin, quand j'ai imprimé, c'est Exactement. voilà, Ouais. créer chez lui. Exactement, c'est la question, c'est ça, c'est comment je garde, comment je recrée de la valeur ajoutée qui justifie que mon produit il est payant et que vous l'achetez chez moi plutôt que d'aller le faire vous-même. Donc après, il y a des nouveaux modèles à inventer hein, sur l'impression 3D. On peut se dire que la marque vend quand même ses modèles en disant bah là il y a le label et vous aurez le logo officiel et il n'y a pas une contrefaçon. Ou alors c'est après ce qu'on disait tout à l'heure, après la vente, que je vous vends le plan de la pièce détachée officielle. Parce que si vous le faites vous-même ou vous récupérez un plan sur internet, bah, vous savez pas si c'est bon ou pas, si vous risquez des accidents. Enfin voilà, ça, on peut jouer aussi un peu sur ce côté-là. Tout dépend de l'usage après. Sur le côté garantie en fait, sur le côté on vous garantit que c'est un bon produit et qui va tenir et qui correspond effectivement à ce que vous recherchez. Mais c'est vrai qu'il y a des vraies questions derrière auxquelles on n'a pas encore tout à fait les réponses. Donc, Dans le cas des évolutions, j'imagine, on est en train d'entrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle ère du digital. J'entends par là que si on regarde ce qu'on explique dans le livre, les grands paradigmes, les grands changements, c'est tout d'abord le feu. Ensuite, c'est l'imprimerie, l'écriture, l'électricité et aujourd'hui Internet. Et ça, ce sont les grands mouvements qui, à notre avis, modifient complètement les sociétés, notre façon de vivre au quotidien. Dans ce cadre de l'ère Internet, on estime qu'il y a 4 niveaux. Le premier, c'est la connexion entre les ordinateurs, c'est l'Internet, c'est le réseau. La deuxième ère Internet, c'est la connexion entre les mots, c'est l'indexation, c'est Google. Troisième ère, ce sont les réseaux sociaux, la connexion entre les idées. Et quatrièmement, on est en plein dedans, ce sont les objets connectés, ce qui ouvre une ère industrielle. Je pense que demain, et ça peut faire partie, ce que vous dites me fait penser en fait, si je cherche à personnaliser mes objets pour pouvoir leur donner plusieurs cycles de vie différents avec différents propriétaires, mes objets connectés demain, parce qu'ils seront connectés, ne sont plus ce que j'appelle des objets morts, mais des objets vivants. C'est ça. Aujourd'hui, mon ordinateur, s'il n'est pas connecté à Internet, Ça... mon imprimante, s'il n'est pas connectée au mur, c'est une imprimante morte. Elle ne sert à rien. Je pense que je pourrais peut-être avoir le même avis d'ici quelques années avec mon réfrigérateur. S'il n'est pas connecté, je vais partir du principe que c'est un frigo mort parce qu'il ne peut pas commander tout seul. C'est totalement inutile. Donc, dans la personnalisation, peut-être que... et ça représente une base de production industrielle colossale. C'est quasiment l'intégralité des objets dans lesquels on vit ou qui nous entourent, demain, sont à reproduire et connectés. Du coup, ça vous inspire quoi, ça? Alors moi, sur l'Internet des objets, je me pose beaucoup de questions parce que si on écoute des Jérémy Rifkin ou d'autres, pour eux, c'est une évidence. Effectivement, demain, on vivra dans cet Internet des objets. Enfin voilà, il se pose même pas la question. Au point que selon lui, l'homme n'aura plus tellement de rôle en fait à jouer dans tout ça, puisque tout sera fait par des machines et que voilà, finalement, on sera là. Bon, il considère que ce sera très bien, ce sera l'ère des vacances et du repos perpétuel. Soit on va vers Skynet et c'est pas génial, soit on va vers Wall-E. C'est un petit peu mieux. C'est ça, mais c'est une vraie question. C'est déjà... Enfin oui, les objets connectés, on en a déjà plein. Mais effectivement, comment on passe à l'étape suivante, c'est à l'étape du frigo connecté, à quel coût, qui paye, et est-ce que les gens sont prêts à accepter ça, d'avoir un frigo qui dit attention, je veux moins de viande dans mon ventre et je veux plus de salade ou de fruits et légumes. Enfin, il y a des vraies questions d'usage et d'acceptabilité derrière. Mais c'est vrai que oui, si on va vers là, ça change complètement la donne, y compris parce que c'est des objets intelligents qui vont nous faciliter la vie, permettre de réduire la consommation d'énergie, qui vont démultiplier complètement les possibilités au quotidien, qui vont aussi... Alors il y a un gros potentiel par exemple en termes de santé. Pour l'instant, c'est beaucoup utilisé par des personnes qui paradoxalement sont en bonne santé, mais qui utilisent les technologies... en phase de test. C'est ça, pour vraiment comprendre un peu comment ça marche, mais derrière, il y a des vrais potentiels, notamment pour les assureurs et pour les personnes âgées. Quand on a des personnes âgées qui vivent seules dans leur logement et qui veulent rester dans leur logement, qui veulent surtout pas être en institut, ça peut être rassurant, ça peut être une manière de les aider, effectivement, de placer des objets qui vont comprendre comment cette personne
évolue, si tout va bien, pouvoir détecter s'il y a une chute, si la personne n'a pas pris son médicament. Donc là, oui, il y a un vrai potentiel. Et la durée de vie s'allonge. Donc, de toute façon, le marché C'est est là. ça, voilà. De toute façon, oui, on en a besoin parce que il y a beaucoup. Enfin voilà, le vieillissement est là. On aura beaucoup de personnes âgées, y compris dépendantes, qui encore une fois ne veulent pas forcément aller en institut, qui n'ont pas forcément les moyens d'être en institut, qui préfèrent rester chez elles, mais c'est pas pour autant que leur famille est disponible pour s'occuper d'elles, ce qui est normal. Donc comment on fait? Comment on fait pour leur garantir leur autonomie? C'est à la maison de devenir intelligente pour accompagner. C'est ça, exactement. Pour s'assurer que tout va bien, que la personne vit bien au quotidien, pour alerter en cas de problème, alerter les secours, le médecin, la famille. Donc là-dessus, ouais, il y a un vrai potentiel et ça bouge vite. Les assureurs y réfléchissent beaucoup et au niveau technologique, ça avance très vite aussi. Et on a beaucoup d'objets qui permettent déjà de faire des choses là-dedans. Les freins après, ça peut être peut-être du côté des entreprises, cette gestion du data, parce que là, on va commencer à être sur des architectures de données qui sont assez énormes. Et du côté de l'utilisateur, c'est dans quelle mesure ça devient intrusif? Jusqu'où je laisse la technologie rentrer dans mon quotidien, mon intimité? Alors les données, c'est clair que c'est la vraie question. Qui les possède, qui les gère, pour faire quoi, jusqu'où, etc. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que ça fait plusieurs années qu'on se pose cette question-là et on voit qu'en fait, du côté des utilisateurs, finalement, l'acceptabilité est beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Quand on voit sur Internet que finalement, sur les réseaux sociaux, sur les boîtes mail, sur Google et compagnie, on est fiché, oui, on est suivi, oui, Google c'est ce qu'on cherche, ce qu'on n'aime pas, Facebook nous propose des publicités liées à nos recherches, etc. Et puis ça se passe en fait, c'est là, ça progressivement ça arrive et puis il n'y a pas tellement de rejet. La question c'est celle de la limite, quoi. Jusqu'où on peut aller trop loin et à quel moment les gens vont dire stop. Et là avec un risque de rejet qui pour le coup peut être important. Donc on voit aussi que les acteurs ils vont doucement, on veut surtout pas justement perdre la confiance de leurs utilisateurs. Et que du coup on y va avec prudence, mais le problème c'est qu'il y a des acteurs qui vont avec beaucoup moins de prudence, type justement Google ou Facebook, qui eux ne s'embarrassent pas de ce genre de détails. Et donc on verra bien, mais c'est vrai que si demain Google maîtrise l'ensemble des données liées aux objets connectés, que ce soit dans le logement ou dans le transport, puisque Google investit beaucoup dans la Google Car, donc la voiture sans chauffeur, ça pose des vraies questions. Si les acteurs français restent en retard par rapport à ça et se réveillent trop tard, alors que les données sont déjà complètement maîtrisées par Google, on peut arriver à un point grave de non-retour pour les utilisateurs et pour les entreprises. Ouais. Cécile, merci infiniment pour l'échange. On a découvert plein de choses et j'invite tout le monde à découvrir cette revue Futurible et puis à très vite. Merci beaucoup. Merci.